Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce 23h à la une de l'actualité. Il a été élu président de la Sierra Leone le 31 mars dernier. Julius Maada Bio a été investi hier à Freetown, la capitale. C'était en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé ce soir à Sikasso. Il va prendre part au lancement de la zone économique spéciale constituée de 3 régions, dont Korogo. Le premier vol direct Côte d'Ivoire-États-Unis est arrivé hier à l'aéroport international de la Liberté de Newark. Il a duré environ 10 heures. Le Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines transportait 242 passagers. Merci d'être avec nous pour cette demi-heure d'information. L'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a passé le bâton à son successeur Julius Maada Bio. Le nouveau président de la Sierra Leone a été investi hier au stade Siaka Stevens de Freetown. Le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté à cette cérémonie d'investiture par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Herman Guivi. C'est autour de 9h10 que l'avion transportant à son bord le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Freetown. Avec lui, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Coulibaly. Accueilli au bas de l'échelle de coupé par le vice-président sierra-léonais Mohamed Julda Dallo, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu les honneurs militaires dus à son rang avant de mettre le cap sur le Siaka Stevens Stadium de Freetown, déjà plein à craquer. Pour cette cérémonie d'investiture du président sierra-léonais Julius Maada Bio, plusieurs chefs d'État ont effectué le déplacement. Les présidents Faure Gnassingbé et Yadema du Togo, Macky Sall du Sénégal, George Weah du Libéria, Alpha Condé de la Guinée, pour ne citer que ceux-là. Un Siaka Stevens Stadium qui explose de joie lorsque le champion du jour, le président Julius Maada Bio, fait son entrée dans l'enceinte du stade. Communion totale entre un peuple et son président. Au bout de 2 heures d'horloge, Julius Maada Bio est investi président. Il reçoit des mains de l'ex-président Ernest Bai Koroma le bâton de commandement. Julius Maada Bio promet d'œuvrer au bonheur du peuple sierra-léonais, une présence de la Côte d'Ivoire aux côtés de la Sierra Leone pour témoigner de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. C'est avec joie et honneur que nous représentons le président Alassane Ouattara à cette cérémonie d'investiture que vous l'avez vu qui est grandiose. Le stade était plein, beaucoup de soleil, beaucoup d'émotions. Et donc nous sommes heureux de ce passage pacifique, donc de témoins entre l'ancien président et le nouveau président. Je pense qu'il serait de plus en plus intéressant d'avoir ce genre donc, de passations. Ce sont des passations donc, disons que paisibles, après des élections donc, démocratiques. Je pense qu'avec la détermination donc, du président Bio, ce pays va repartir. C'est vraiment avec grand plaisir que nous avons visité donc, ce pays et surtout participer donc, à cette cérémonie importante d'investiture du président Julius Maada Bio. Cérémonie d'investiture achevée, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan dans la soirée. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est pour sa part depuis ce soir à Sikasso au Mali. Il va participer au lancement de la zone économique spéciale constituée des régions de Sikasso, Bobo-Dioulasso et Korogo. Le chef du gouvernement ivoirien a été accueilli à son arrivée par son homologue malien Souleymane Maïga. Adama Kone est notre envoyé spécial à Sikasso. Frontalière de Sikasso au Mali, Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et Korogo en Côte d'Ivoire prennent date avec l'histoire pour faire de cette zone un espace économique prospère. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est arrivé à cet effet à 17h30 à Sikasso ce dimanche. Cette visite, vous le savez, intervient après une visite officielle du président Ibrahim Boubacar Keïta donc en Côte d'Ivoire, à l'invitation de son frère aîné, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara.
J'ai eu l'invitation du Premier ministre Boubèye Maïga, mon frère, donc pour venir participer à un sommet qui regroupe donc nos 3 États, que sont le Burkina Faso, donc la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous venons donc travailler sur la zone appelée Escabo. Il s'agit pour nous de travailler et voir comment donc, mettre en œuvre donc, des mesures donc, coordonnées, renforcer notre coopération pour le développement de cette zone qui est forte donc, en potentialité, que ce soit des potentialités agricoles, des potentialités minières, donc, etc. Et donc c'est un sommet important pour le développement sous-régional, pour l'intégration sous-régionale et partant pour le développement de nos États. Les impacts du projet de la zone Escabo, entendez, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso, sont clairs. Ce sommet a été précédé par un festival du balafon. C'est une zone qui est liée au plan culturel par des communautés qui partagent beaucoup de choses en commun. La communauté Sénoufo, ce triangle est appelé d'ailleurs triangle Sénoufo. Nous appuyant donc sur ces bases culturelles, nous pensons qu'au niveau des échanges commerciaux entre les différentes régions, beaucoup de choses en seront donc facilitées. En tout cas, je vois d'immenses opportunités pour notamment créer de la richesse, créer des emplois pour les jeunes de nos pays. Et vous savez que c'est cela l'attente principale de nos populations. Le programme prévoit entre autres ce lundi la signature d'une déclaration des 3 premiers ministres maliens, burkinabés et ivoiriens, matérialisant le point de départ du projet. Le premier vol direct Abidjan-New York a été effectué hier. L'avion a atterri ce samedi à 20h48 à l'aéroport international de la Liberté de Newark. Il transportait 242 passagers, dont 110 embarqués à Abidjan. Mamadou Kwasi. Parti de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à 14h57. C'est à 0h48, soit 20h48 en heure locale, que le Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines a atterri à l'aéroport de Newark aux États-Unis d'Amérique. Soit environ 10 heures de vol, avec à son bord 242 passagers dont 110 embarqués depuis Abidjan. Un atterrissage arrosé par les autorités américaines qui accueillent pour la première fois un vol commercial en provenance d'Abidjan. Parmi ces passagers à bord de ce vol inaugural Abidjan-New York, 3 membres du gouvernement, des chefs d'entreprise et des anonymes, des passagers ordinaires qui découvrent la nouvelle ligne Abidjan-New York. On a le visa sur les États-Unis, ça fait 5 ans. Il se périme dans quelques mois et vu que le trajet est long, mon mari qui a un peu la phobie des avions ne voulait pas prendre des longs vols. Et quand il y a eu ce vol du direct qui a été proposé, on s'est dit ok, c'est la bonne occasion pour enfin aller découvrir les États-Unis. Parce que c'est court en fait. Personnellement, ça fait 30 ans que j'attendais ça. Et vraiment, je vis avec beaucoup de joie ce voyage. J'espère que ça va continuer et puis les autres vies seront desservies aussi. Aux États-Unis, nous avons une forte diaspora ivoirienne. Et il fallait partir à Paris avant de se rendre à New York ou bien à Washington. Avec ce vol dorénavant, je n'aurai que 10 heures de vol à faire. Ces passagers apprécient bien le coût de la ligne, qui est de 470 000 francs CFA en aller-retour. Pour l'instant, ça se déroule bien. On a peut-être déjà le quart ou le tiers du trajet. Et à ce stade-là, je pense que c'est une bonne expérience. On attend d'arriver à destination pour s'assurer que tout s'est bien passé. Et puis les prix me paraissent, pour l'expérience que j'ai, les prix me paraissent les plus bas abordables par rapport aux autres compagnies pour l'instant. Par le passé, je passais par le Maroc, par la Turquie ou par la France. Et je trouvais que vraiment c'était vraiment long. Le billet de moi et ma fille a coûté environ 800 et quelques mille, comme ça. Alors que d'habitude, ça peut aller jusqu'à 1,5 million, 1,4 million. Avant, je voyageais, je partais à New York, mais c'était un très long détour. Et ça ne faisait pas économiser. Aujourd'hui, avec cette opportunité d'avoir le vol direct Abidjan-New York, non seulement on gagne en temps et on gagne en économie. Les passagers à bord de ce vol inaugural ont eu droit à une coupure de gâteau en plein vol, en présence des autorités éthiopiennes venues découvrir également cette nouvelle ligne. Au départ d'Abidjan, toutes les formalités ont été respectées pour chacun des passagers. Membres du gouvernement, autorités aéroportuaires, tous ont été soumis au contrôle et règles sécuritaires de l'aviation avant de recevoir des cadeaux de la compagnie éthiopienne. La réalisation de ce vol direct entre Abidjan et New York
vient répondre aux attentes de plusieurs départements ministériels. Le président de la République et le Premier ministre nous ont demandé avec le ministre du Budget de travailler sur une nouvelle politique de voyage pour économiser au maximum. Bien entendu, avec les coûts pratiqués par Ethiopian, tous les voyages officiels normalement devront se faire en tout cas à moindre coût. Donc nous allons y travailler. Événement pour notre secteur touristique qui vient pour amplifier l'élan et ouvrir la Côte d'Ivoire à des horizons divers. Au regard du fait que le tourisme mémorial reste pour premier marché émetteur, le marché des États-Unis par excellence, nous ne pouvons que nous réjouir de ce que l'ouverture du ciel ivoirien entre les États-Unis et ce qui vient amoindrir le coût de billets ferait qu'amplifier notre élan et renforcer davantage notre politique au niveau gouvernemental. Les officiels ont eu droit à l'arrivée à une cérémonie d'accueil organisée par les autorités américaines et les responsables de la compagnie éthiopienne. Une façon de souhaiter la bienvenue à la ville d'Abidjan, à la longue liste des grandes villes et capitales affichées dans l'aéroport de New York. Au chapitre politique, l'UDPCI a adopté hier à Yamoussoukro les textes fondateurs du parti unifié. C'était lors de son deuxième congrès extraordinaire. Selon le rapporteur Mamadou Deli, ce résultat a été obtenu au terme de 6 heures de travaux. Mahama Traoré. Le deuxième congrès extraordinaire de l'UDPCI, réuni le 12 mai 2018 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, adopte les projets de texte du parti unifié RHDP. La nouvelle est tombée peu avant minuit après plusieurs heures d'échanges et de débats. Selon le président de l'UDPCI, cette décision des congressistes est la preuve de la maturité politique du parti. Cet acte est notre engagement à tous de conjuguer avec tous les oufouettistes les idéaux de paix, de dialogue, de cohésion et de stabilité prônés par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. L'UDPCI adhère au parti unifié RHDP, mais ne renonce pas pour autant à la conquête du pouvoir d'État. Le deuxième congrès extraordinaire a ainsi pris pour résolution de maintenir la candidature d'Albert Touakeus Mabry à la présidentielle de 2020. Chers congressistes, l'heure n'est plus au doute, mais plutôt à l'action. Pour que le meilleur d'entre nous, membres du RHDP, soit votre président que je suis. Oui, cela est possible. Oui, cela est possible et je m'en sens la capacité et ce n'est pas la volonté non plus qui me manque. Ce dont j'ai besoin en permanence, c'est de votre soutien militant de l'UDPCI. Autre décision adoptée par les congressistes, le report à une date ultérieure du congrès ordinaire du parti, initialement prévu pour décembre 2018. Le Rassemblement des Républicains met en mission ses délégués généraux de l'extérieur. Ils sont chargés d'expliquer la vision du RDR sur le parti unifié à l'étranger. Ils ont échangé à ce sujet avec la secrétaire générale du parti, Kandia Camara. Moussa Konaté. Une rencontre entre la secrétaire générale du Rassemblement des Républicains et les délégués généraux de l'extérieur. Une prise de contact avec ses représentants du parti à l'étranger. Occasion pour Kandia Camara de leur expliquer le fonctionnement du secrétariat général du RDR. Donc vous avez la secrétaire générale avec 3 secrétaires généraux délégués. Vous avez des secrétaires généraux adjoints et des conseillers spéciaux, chacun à rang de secrétaire général adjoint. Donc c'est ceux-là qui forment le secrétariat général. Vous, en ce qui vous concerne, votre premier responsable, c'est le vice-président chargé des militants de l'étranger, le ministre Diakité Koti. Et le ministre Diakité Koti a pour collaborateur le secrétaire général adjoint, qui est Maître Fofana Youssouf. Leurs interlocuteurs directs désormais connus, les leaders politiques de la diaspora du RDR, sont ainsi mis en mission. Partager avec les militants la vision du RDR sur le parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Je retourne avec la tête haute, avec beaucoup d'informations, où je sais que les autres membres et les militants, les sympathisants vont beaucoup adhérer. Nous allons travailler sur le terrain pour que le parti unifié soit une réalité. Il est clair, le parti unifié est un processus irréversible. Mais au terme, nous devons aboutir à un parti dans lequel cohabitent toutes les formations politiques du RHDP. Nous sommes
déterminé, le RDA est déterminé à aller à un parti unifié. Et c'est ce que Madame la secrétaire nous a rappelé aujourd'hui et nous partons satisfaits dans nos bases. Ces délégués généraux de l'extérieur ont participé au 4e congrès extraordinaire du RDA le 5 mai dernier. La secrétaire générale du RDA les a félicités pour le travail d'implantation du RDA et la sensibilisation sur les idéaux du parti et désormais du RHDP. La ville d'Adiaké a servi de cadre à la 3e édition de l'Élé Festival. C'est une grande compétition de course de pirogue, un événement placé sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le président du Sénat, Aoussou Kouadio Jano, a présidé la cérémonie de clôture. Benson Pierraka. C'est un Jano Aoussou Kouadio particulièrement heureux de communier avec ses frères d'Adiaké, qui a présidé la cérémonie de clôture du LF Festival 2018. C'est vrai que l'accueil des populations d'Adiaké a été des plus chaleureux. Adiaké a été la porte d'ouverture des populations du centre vers l'extérieur. À l'époque, à notre enfance, on chantait la ville d'Adiaké comme si on chantait Paris pour les Baoulés. Donc nous sommes venus pour revisiter l'histoire. C'est pour cela que je voudrais adresser mes salutations fraternelles à nos frères et sœurs, la grande et belle région du Sud Comoué, qui nous accueille ces jours. LF Festival, créé il y a 2 ans par le conseil municipal d'Adiaké, est une occasion de promotion de la ville et de la région. Ses courses de pirogue, sa richesse culinaire, sa diversité de population, ses attraits touristiques. Le festival d'Adiaké repose essentiellement sur une activité sportive, la course des pirogues. L'objectif étant de promouvoir les métiers de la pêche, créer une saine émulation tout en favorisant la cohésion sociale. Chemin faisant, nous voulons vulgariser et promouvoir le sport nautique dans la région et le département. Le président du Sénat, qui était accompagné du ministre Adama Bictogo, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au patron de la manifestation, a donné le coup d'envoi de la finale des courses de pirogue. Le grand vainqueur a été l'équipe Les Anges du Petit Marché. Le lauréat a empoché 3 millions de francs CFA, ainsi que différents lots de partenaires. Au total, plus de 7 millions de francs CFA ont été distribués. La Côte d'Ivoire attend avec ferveur la 4e édition du LF Festival en 2019. Le magazine de ce dimanche s'est intéressé aux dispositions à prendre pour éviter le pire au cours de la saison des pluies. Pour en parler, le directeur général de l'ONPC, Kili Fiacre Fanidi, était sur le plateau du journal télévisé de 13h. Voici un extrait de son intervention. La sensibilisation est permanente. Nous n'attendons pas les saisons des pluies ou nous n'attendons pas la période de saison sèche pour démarrer des campagnes de sensibilisation. Nous avons des équipes qui sillonnent la Côte d'Ivoire. Au niveau du district d'Abidjan, nous travaillons en étroite collaboration avec les communes. Les directeurs techniques des mairies sont nos interlocuteurs. Et dans ces localités, nous organisons des séances. Les dispositions sont prises, mais il faut que chaque citoyen de ce pays fasse preuve de civisme et non attendre tout de l'État. Lorsqu'on vous dit que c'est une zone à risque, mais il ne faut pas y habiter, monsieur. Lorsqu'on vous dit qu'il faut éviter de rester dans les bas-fonds, je pense que chacun devrait d'abord préserver sa vie. L'État joue son rôle, mais chaque citoyen ivoirien également devrait jouer son rôle. C'est très souvent qu'on attend, la zone est recolonisée, mais recolonisée par qui? Notre indiscipline. Et ça aussi, c'est un problème auquel nous sommes réellement confrontés. Lorsque l'État dégage des moyens, que nous procédons à des déguerpissements des zones, c'est pour que la population n'y revienne pas. Et le ministère de la Construction s'emploie à faire respecter les zones qui ont été déguerpies, que ces zones-là ne soient plus occupées. En culture, le Festival des peuples alliés au Sénoufo s'est tenu hier au stade de la Sogefia à Abobo. Il a réuni le peuple Sénoufo et ses 14 alliés pour célébrer la paix et la réconciliation. Sephora Zegui, Franck Kouadio. L'alliance interethnique au cœur d'un festival dans la commune d'Abobo. Le Boloy, chez les Sénoufo. Le Goli, un pays Wa. Le Zaouli des groupes.
et le thématin du peuple Oué. Des expressions culturelles pour meubler le festival des peuples alliés au Sénoufo, par le pacte de non-agression qui est une tradition entre certains peuples de Côte d'Ivoire. Le peuple Sénoufo et ses 14 alliés veulent contribuer à la cohésion sociale et la paix dans le pays. Les pactes de non-agression, la plaisanterie parentale, comme on le dit, c'est un facteur de réconciliation et de paix. C'est pourquoi nous avons demandé aux 14 alliés au peuple Sénoufo de se mettre ensemble pour essayer de créer ce festival. La cohésion sociale par la culture et l'alliance entre les peuples, une réalité dans la commune d'Abobo. Tous les peuples de Côte d'Ivoire devaient mettre à profit ce type de relation pour que la réconciliation, tant recherchée par le président de la République, soit définitivement acquise. Je ne connaissais pas l'existence des alliances en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui je suis venu assister. Je constate que l'alliance permet de consolider la paix. Festivités culturelles et sportives, mais aussi et surtout hommage rendu au président de la République pour ses efforts consentis en faveur de la réconciliation et la paix entre fils et filles de la Côte d'Ivoire. Comment ne pas magnifier ce grand bâtisseur qui a remis l'économie du pays à un niveau jamais égalé au moment où certains pensaient que le pays ne pouvait pas se relever de la crise post-électorale. Cette journée est pour nous l'occasion de célébrer un homme. J'ai nommé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, un bâtisseur hors pair, le père de la Côte d'Ivoire émergente. Le Festival des peuples alliés au Sénoufo est à sa première édition. Il a pour objectif donner une image davantage reluisante à la commune d'Abobo à travers les plaisanteries interethniques. Le Festival de Cannes se tient, lui, en France, du 8 au 19 mai prochain. La Côte d'Ivoire présente à ce grand rendez-vous cinématographique entend organiser un festival du film ici à Abidjan. La délégation ivoirienne a eu donc plusieurs échanges avec d'éventuels partenaires. Le point de notre envoyé spécial, Serge Coléa. Agenda chargé pour la délégation ivoirienne à ce 111e Festival de Cannes. Rencontres professionnelles, masterclass et table ronde meublent l'essentiel de son programme. Pour le président du comité de gestion du FONSIC, le fonds de soutien à l'industrie cinématographique, il s'agit de réaffirmer ainsi l'engagement de la Côte d'Ivoire à poursuivre sa politique de relance et de dynamisation du 7e art. Nous sommes là avec l'objectif d'assurer institutionnellement la présence traditionnelle de la Côte d'Ivoire dans ces hauts lieux du cinéma mondial, d'une part, et de permettre à nos acteurs, notamment aux professionnels, de venir se frotter aux réalités qui, chaque année, font leur apparition ici à Cannes, de telle sorte à faire de la formation à travers des masterclass avec les grands réalisateurs du monde, rencontrer des producteurs pour leur présenter des projets, rencontrer des spécialistes, de telle sorte qu'au total de tout cela, ils viennent encore plus enrichis, soit de relations, soit de contacts, soit de financement, pour continuer leurs œuvres. Tribune mondiale de promotion du cinéma, le Festival de Cannes constitue la vitrine idéale pour nouer des partenariats solides. En ligne de mire, l'organisation prochaine d'un grand festival sur les bords de la lagune ébriée. L'année dernière, quand il était venu ici, monsieur le ministre Maurice Kwaku Banama avait reçu en audience monsieur Yves Bigot, président directeur général de TV5 Monde, et il lui avait parlé de ce projet de festival de film international qui se fera bien dans le dernier trimestre de l'année 2018. Je suis venu au nom de monsieur le ministre, lui porter officiellement la nouvelle, l'informant donc que ce festival aura lieu et lui rappeler l'enthousiasme qu'il avait marqué pour ce projet et l'engagement qu'il avait pris de le soutenir, ce qu'il m'a réaffirmé et confirmé. La délégation ivoirienne à Cannes est forte d'une vingtaine de membres, producteurs, réalisateurs, acteurs et officiels du ministère ont une semaine pour multiplier les contacts et surtout partager avec les expertises venues du monde entier, expérience et ambition. La soirée commémorative du 37e anniversaire de la mort de Bob Marley a eu lieu ce vendredi 11 mai 2018.
Les férus de la musique reggae se sont rendus massivement au Parc Place en zone 4, Savary Plage au village Rasta et à Vridi notamment pour immortaliser Robert Nesta Marley. Isaïo. Marcory, zone 4, Park Place, mythique temple du reggae par excellence. Une longue file composée de férus de reggae à l'entrée de l'espace réservé à la musique de Jah Rastafari. Un seul objectif, participer au 37e anniversaire commémoratif du décès de l'idole planétaire du reggae, Robert Nesta Marley, connu sous le nom de Bob Marley. On est les héritiers de Bob Marley. Si vous voulez, donc c'est normal qu'on fête l'anniversaire comme on parle de l'amour et paix. Le 11 mai pour nous, c'est devenu comme la victoire du reggae, quoi. Tu vois, nous on est là pour célébrer le reggae. Bob Marley, il ne pourra jamais mourir. C'est une légende, c'est une inspiration, c'est un message, c'est un mode de vie universel. Pour ces mélomanes, il n'y a pas de doute. Bob Marley reste l'icône qui a donné au reggae ses lettres de noblesse. À l'intérieur du temple, Airlight, Kajim et plusieurs autres artistes font danser et chanter les nombreux fans du reggae, musique intemporelle. Le 11 mai, une occasion pour les espaces et temples du reggae de réaffirmer leur affection au rythme venu de la Jamaïque. À Vridi, au village Rasta, à l'espace Savary Plage, même ferveur et même engagement des artistes et mélomanes pour célébrer la mémoire, la méga star du reggae. 37 ans après sa disparition, Bob Marley reste une légende vivante. Cette année encore, les reggae-philes sont sortis nombreux pour l'immortaliser, confirmant l'adage « Un artiste ne meurt jamais ». En sport, 104 acteurs, essentiellement des fonctionnaires à la retraite, anciens athlètes sportifs de renom, anciens et actuels encadreurs sportifs ont été distingués par le gouvernement. C'est la salle polyvalente du Palais des Sports qui a accueilli la cérémonie, présidée par le ministre des Sports et des Loisirs, François-Albert Amicha. Salif Ouattara. Plusieurs acteurs du sport, fonctionnaires à la retraite, anciens membres et athlètes de fédérations sportives ont reçu des mains du ministre des Sports et des Loisirs, François-Albert Amicha, des médailles, symboles de la reconnaissance étatique à leur endroit. Des récipiendaires qui se sont dit heureux par la voix de leur porte-parole, le président de la fédération de Maracana, Bleu Charlemagne. 104 médaillés, 35 chevaliers, 51 officiers et 18 commandeurs, tous dans l'ordre du mérite sportif. Vive émotion dans la salle. Nous avons dépensé notre énergie et si cela est reconnu par la nation, on ne peut être que content, on ne peut être que fier. Après 36 ans de boulot au ministère des Sports, nous avons promené nos gosses sur le terrain en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui l'État nous reconnaît, je crois que c'est un grand jour pour nous. Nous sommes très fiers et nous remercions aussi le gouvernement avec le président de la République qui œuvre d'une manière pour que nous puissions, le sport en Côte d'Ivoire puisse s'emporter gros pour la Côte d'Ivoire, pour notre nation. La parole est ensuite revenue au ministre François-Albert Amicha. À mi-parcours de la saison 2018, le patron du sport ivoirien a donné quelques orientations afin que les athlètes partent à la conquête de médailles d'or lors des compétitions internationales. Un niveau de performance qui exige des moyens à trouver et à mettre à la disposition des fédérations. Plusieurs entreprises ont également été distinguées par le ministre des Sports et des Loisirs pour leur soutien constant, parmi lesquelles la radiodiffusion télévision ivoirienne. Faisons à présent le point des faits qui ont marqué la semaine dans le monde. Ce 7 sur 7 est proposé par Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Vladimir Poutine a prêté serment lundi pour son 4e mandat à la tête de la Russie. Il sera aux commandes jusqu'en 2024. Il a été réélu en mars dernier avec 76% des voix, soit le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir.
Le président russe a proposé de reconduire son actuel Premier ministre Dmitry Medvedev. Il a prêté serment sur la Constitution et a ensuite prononcé un discours d'une vingtaine de minutes. Après plusieurs mois de menaces, le président américain Donald Trump a annoncé mardi le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran. Téhéran avait par cet accord accepté de réduire ses activités nucléaires en échange d'une levée progressive des sanctions internationales à son endroit. La République démocratique du Congo fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola. Un nouveau foyer de l'épidémie a été découvert dans la zone de Bikoro dans la province de l'Équateur. Sur un test porté sur 5 personnes, 2 personnes sont hospitalisées et ont été déclarées positives. Les autorités congolaises ont également annoncé la mort de 17 personnes. Elles présentaient des signes de fièvre hémorragique, mais le virus d'Ebola n'avait pas été confirmé lors du diagnostic. La date et le lieu de la rencontre faisaient l'objet de spéculations depuis quelques semaines. Le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura finalement lieu le 12 juin à Singapour. L'annonce intervient quelques heures après que Trump ait accueilli 3 Américains libérés par Pyongyang. Le président américain a remercié le dirigeant nord-coréen et s'est dit optimiste sur les résultats de cette rencontre. Un groupe armé a tué 26 personnes dans le nord-ouest du Burundi. Une attaque survenue alors que le climat est de plus en plus tendu dans le pays à l'approche du référendum constitutionnel. Prévu le 17 mai prochain, il devrait permettre au président Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer 2 mandats de 7 ans dès 2020. Soumaïla Cissé, président et fondateur de l'Union pour la République et la démocratie URD et chef de file de l'opposition du Mali, a été investi samedi candidat à l'élection présidentielle de juillet 2018. Ensemble, Restaurons l'espoir est une plateforme rassemblant une trentaine de partis politiques et plus de 200 associations. Le premier porte-avions construit de manière complètement indépendante par la Chine a entamé dimanche ses tout premiers essais en mer. Considéré comme la 2e puissance mondiale, Pékin espère rivaliser avec la puissance marine américaine US Navy dans le Pacifique via un ambitieux programme aéronaval d'une centaine de milliards d'euros. Fin de ce 23h. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. À demain, même heure.